franchement... Non, je parle d'un point de vue purement intellectuel parce que les positions d'Algérie sont connues, les positions du Maroc sont très connues. L'Algérie s'inscrit officiellement dans la légalité internationale, dans la légitimité des institutions internationales, pour défendre le droit d'un peuple qui reste un peuple opprimé à défendre ses intérêts, et particulièrement son autodétermination, etc. Le problème, y compris pour l'intellectuel, se pose selon deux points de vue. Le point de vue des principes, parce que l'intellectuel réfère aussi à des principes, et le point de vue pragmatique. Le point de vue des principes, c'est indiscutable qu'un intellectuel adhère à des principes qui ont vocation d'être universels. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenu historiquement un droit universel. On ne peut pas aller contre. C'est impossible. Et c'est sans se renier. Le problème maintenant du comportement, de l'attitude véritablement pragmatique. De la réelle politique. De la réelle politique. À mon avis, c'est une histoire qui n'est pas prête de se terminer et de s'achever, au moins dans la vingtaine d'années à venir. C'est une histoire qui est appelée à... C'est pourquoi je pense qu'il est de l'intérêt des deux peuples et des deux nations et des deux... Parce que nous sommes deux nations. Pour moi, nous sommes deux nations différentes. Même si les gens disent que nous sommes nations maghreb, nous sommes deux nations différentes. Nous avons deux histoires différentes. La colonisation de l'Algérie par la France a duré 130 ans et elle a façonné l'Algérie d'une certaine manière. Le protectorat français sur le Maroc a duré moins de 50 ans. Nous avons donc deux formations, deux mentalités institutionnelles différentes, etc., etc. Je pense qu'il faut appeler au moins à une sphère d'intelligence partagée, commune entre les intellectuels, les hommes de lettres, les artistes, les peintres, etc., qui pourraient se rencontrer, de débattre des problèmes de société sans avoir à recourir systématiquement à des chauvinismes de qui a raison vis-à-vis de l'autre. C'est parfait. Parce que vraiment, non seulement ça ne sert ni les Algériens, ni les Marocains. Ça, en dernier ressort, ça ne sert qu'aux gens qui veulent utiliser les Marocains contre les Algériens ou qui veulent utiliser les Algériens contre les Marocains. Et puis, mais il y a un autre facteur, un troisième facteur, c'est celui du statu quo. Est-ce que le statu quo n'arrange-t-il pas aussi bien le Maroc que l'Algérie, que même ces apparatchiks à l'intérieur même du Polisario, c'est-à-dire les Nababs qui sont nés, cette caste nouvelle qui vit de cette affaire, comme en Palestine d'ailleurs, avec le régime de Abbas, et les autres. Ça arrange également les Espagnols, les Américains et les Français. Est-ce que le statu quo, qui théoriquement arrange ces pays momentanément, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, est-ce qu'il ne serait pas un prétexte pour une puissance aussi importante que les États-Unis d'Amérique ou une autre coalition qui risque de naître dans la région, de venir un jour et s'installer dans la région et dire voilà, le problème maintenant est réglé? Bien sûr, c'est un danger, effectivement. Bien sûr. C'est une éventualité. C'est une éventualité. Est-ce que cette non-clairvoyance de nos régimes respectifs, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, est-ce que ça ne travaille pas une stratégie à moyen terme de puissance qui voudrait s'installer et s'imposer pour régler des problèmes définitifs? Ils l'ont bien fait pour l'Afghanistan, qui est une plaque tournante stratégique dans la région. Sans aller à l'Afghanistan, je crois que si on observe l'évolution de la politique économique, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, sereinement, froidement, je crois que c'est cette perspective malheureusement qui est en train de se faire, voilà, de se réaliser. Parce que mais est-ce qu'il n'est-il pas... Autant le Maroc est maintenant véritablement prisonnier des multinationales mais aussi maintenant prisonnier des grandes banques européennes. Les banques européennes financent l'installation des néocolons au Maroc, des gens à qui on emprunte pour aller acheter une maison à la Médina. Et le nombre s'accroît considérablement. Alors, l'Algérie pour le moment a résisté à cet aspect. Dans une certaine mesure, le terrorisme a quelque chose, j'allais dire, de positif. Les gens vont me flinguer, c'est possible, mais
disons à quelque chose malheureux. Quelque chose malheureux. Bon, c'est la formule. C'est la formule. C'est la Ok. formule. Pour comme ça, je te fais éviter l'histoire de l'utilisation du concept. Allez, même si c'est une réalité Une sociologique. réalité sociale, absolument. Mm. Ben, s'il n'y avait pas ces activistes, malheureusement, pour nous, pas pour les étrangers, parce que c'est nous qui les subissons, s'il n'y avait pas ces activistes, la côte algérienne aujourd'hui serait passée depuis très longtemps aux mains de multinationales, qu'elles soient de Qatar ou qu'elles soient de l'Italie ou qu'elles soient de Grande-Bretagne ou d'Allemagne ou des États-Unis. On en parlera de toute façon lorsqu'on évoquera l'Algérie après 1990, etc. Mais oui, en plus, un des conflits qui réside aujourd'hui, qui est l'acuité des situations conflictuelles entre la France et l'Algérie, c'est que les Français veulent acheter le foncier en Algérie pour pouvoir installer des entreprises. C'est-à-dire, ils veulent s'installer dans la durée. S'installer dans la durée, sous la forme entrepreneuriale, c'est la forme avancée du néocolonialisme. C'est de l'impérialisme, ce n'est pas. Mais est-ce que tu dis maintenant, excuse-moi du terme, je peux poser la question au nom des invitations, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ce type d'analyse, ce type de discours n'est pas révolu quand même? Chauvin. N'est pas Chauvin et puis il révolue aussi, parce que bon, parler aujourd'hui du néo-impérialisme, du néocolonialisme, etc. Tu penses que des pays comme l'Algérie, des pays à l'instar de l'Algérie, et je parle des régimes politiques, tu penses que ces pays-là échapperaient au seul développement et à la décadence, même s'ils resteraient seuls sur la planète? C'est-à-dire même si demain il n'y a ni impérialisme, ni néocolonialisme, ni, j'allais dire, prétention à mettre la main dessus? Non, il faut voir la réalité des choses. D'abord, quand on parle de colonialisme et de néo-impérialisme, ou de néocolonialisme, il faut savoir de quoi on parle. Qui serait tenté par une entreprise de ce type? Ce n'est ni le Vietnam, ni un quelconque pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, ni un quelconque pays arabe. Ils n'ont pas les moyens d'instaurer un système colonial en Algérie. Ils n'ont pas installé il y a 14 siècles et ce n'est pas maintenant qu'ils vont l'installer. Par contre, les multinationales, elles, qui ne sont pas représentatives d'un État particulier, peuvent imposer de nouvelles logiques. Elles sont transétatiques. Elles dépassent les États dans leur influence. Oui, mais leur système, fondamentalement, existe où? Il n'existe pas dans les pays où ils s'installent en périphérie. Ils sont dans les grands centres capitalistiques. Ils sont dans les grands centres, la cité londonienne, ils sont à New York, ils sont à Paris, ils sont en Italie, ils sont en Allemagne, etc. Tant qu'ils peuvent gérer à distance, investir des capitaux, pour le moment, ils sont obligés de recourir à une façade qui est le recrutement de nationaux. Pour le moment. Si d'aventure les choses changent, et on le perçoit plus ou moins dans la stratégie française depuis 7 ou 8 ans. On en arrivera de toute façon. Je sais que ce n'est pas mon sujet maintenant, parce que je sais que tu as envie de dire plein de choses, mais laissons le temps faire le travail, parce que nous allons aborder plus tard tous ces sujets, etc. Revenons à la question du Sahara. Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Est-ce que l'une des raisons de la non-résolution, ou peut-être de la non-accentuation vers un scénario de violence ou peut-être de guerre annoncée, etc., est-ce que ces deux scénarios, statu quo, domination de la question par le Maroc dans le discours, récupération de la question par l'Algérie, et sa basculation son basculement au sein des Nations Unies, des instances internationales, etc., est-ce que tout ça n'est pas dû à un moment donné de notre histoire contemporaine à la mort de Boumediene, à la mort subite, inattendue de Houari Boumediene? Est-ce que Boumediene n'avait pas lancé la mort subite, mais programmée. Enfin. Programmée. Parce que toi, tu crois en la thèse de l'assassinat. Moi, je suis persuadé qu'il a été assassiné. Je suis persuadé. Tu es persuadé, mais est-ce que tu peux nous convaincre?
Je vais essayer. D'accord. Si tu es persuadé, je ne pourrai que transmettre ma persuasion. Je ne peux pas apporter des preuves de ce que je dis, parce qu'il est impossible. Il était absolument évident que le passage de la première période des années 70 qui se termine avec le voyage de Giscard d'Estaing en 75 en Algérie avait achevé la période boumedienne révolutionnaire, terminée. Et il l'a tant et si bien compris, et je me demande si dans les discussions en aparté, le chef de l'État français ne l'a pas invité, pour ne pas dire autre chose, à ouvrir le système et aller vers un système électoral. Un peu plus de modération. Une exigence que les Européens, jusqu'à ce jour, imposent aux autres pays, c'est-à-dire la conformité au droit international en matière de gestion, de gouvernance, etc. Est-ce qu'on ne saura jamais ce qui s'est dit entre les deux? Peut-être un jour, dans 50 ans, dans 100 ans, si les archives ne sont pas détruites, on saura à ce moment-là quelle a été la teneur réelle du discours. Ce qu'on sait, c'est que immédiatement après le retour, ce qui avait été annoncé, les accords, etc., rien n'a été fait. Rien. Le voyage de Giscard d'Estaing, c'était du pipi de chat. La seule chose qui, en 1976, va émerger dans la réalité politique algérienne, un semblant de débat pluriel, c'est la charte nationale. L'annonce du charte nationale. Or, quand on voit le contenu de la charte nationale, oui. Et c'est ça le subterfuge. Et probablement que Boumedienne avait des conseillers autrement plus intelligents, plus percutants à l'époque que ceux qui sont aujourd'hui en conseil, en conseil de décision. Pourquoi? Parce que Boumedienne a compris que la période des révolutions était révolue. Qu'il fallait entrer dans une période de légitimation de type nouveau. Les légitimités révolutionnaires étaient terminées. Donc, la légitimité de type nouveau, c'est la légitimité par les urnes. Cette fameuse démocratie électorale sur laquelle il a craché pendant des années, en disant, non, nous avons notre démocratie, c'est nous avons une particularité, une spécificité, nous n'avons pas besoin de la démocratie bourgeoise. La révolution démocratique. La révolution démocratique. Et du coup, qu'est-ce qu'on regarde? Quand on jette un coup d'œil sur la charte nationale, qui a été rédigée, chacun le sait, Ben Yahya, Mustafa al-Sharaf al-Ramel qui consort, avait des apparences de charte progressiste, d'ouverture. Moderniste. Etc. Quand elle a été discutée, parce qu'elle a été lancée en débat, quand elle a été discutée, elle a soulevé des trucs incroyables. C'est là où on a commencé à percevoir les segments idéologiques qui se cristallisaient dans la société. Les tendances lourdes en termes bien sûr, politiques. Les tendances lourdes en termes politiques. Et face à la tendance boumedienniste, qu'on croyait majoritaire parce que c'est elle qui avait l'initiative, on a découvert qu'il y avait deux autres tendances en face, qui était la tendance néolibérale, qui a été boostée par l'appel des quatre, et une tendance islamisante qui commençait à se manifester. Et qui, elle, proposait plus ou moins la fin de ce système boumedienniste. Elle ne se prononce pas sur... Elle se prononcera plus tard, à l'époque de Chedli, au début des années 82, avec le mouvement Bouyali, etc. Exactement. Donc, Boumedienne était devenu la personne à éliminer. Parce que, tant que Boumedienne reste, même s'il fait une concession... Il dérangeait qui, en réalité? Sincèrement, il dérangeait qui? Il dérangeait qui? Ça, c'est une bonne question. Ben oui. Il dérangeait son entourage qui le trouvait un peu trop révolutionnaire, un peu trop... Mais tu as dit que lui-même était convaincu à partir de 1975 que l'ère de la révolution est révolue. D'accord. Donc lui-même, bon, à la rigueur, qu'est-ce qu'il pouvait faire, Boumedienne? Oui, mais attention, l'ère des révolutions en Algérie, mais il reste mentalement.
75, c'est le lendemain de 74. 74, c'est le discours à l'ONU. Sur la réforme de l'ONU, sur les exigences un ordre international, économique international, etc. Donc, ils pensent pouvoir déplacer la source de la légitimité du plan national où elle commence à s'effriter vers le plan international. C'est ce qu'a fait Nasser. Nasser n'avait plus de légitimité en Égypte dans les